Bonjour à tous, je suis Alexandre Nero et on commence la présentation aujourd'hui enregistrée suite à la présentation que nous avons faite la semaine dernière au CHMS sur la radiologie intentionnelle dans le pelvis. Vous avez été nombreux à vous inscrire et même dépasser les limites d'inscription possibles et donc on a décidé de faire un enregistrement pour pouvoir vous partager ça en plus à distance et pour compléter vos notes pour ceux qui en avaient besoin. Donc la radiologie intentionnelle dans le pelvis uniquement et uniquement en vasculaire parce que comme vous savez la radiologie intentionnelle c'est extrêmement large comme domaine. Donc il fallait bien choisir quelque chose par laquelle commencer. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres formations plus tard probablement sur la douleur et sur la partie arthrose par exemple. Donc gadget ou chirurgie 2.0. Qu'est-ce que c'est que cette radiologie intentionnelle? C'est quoi ce truc là qui vient de l'espace là? Et donc, bah, en fait, c'est simplement deux praticiens qui sont spécialisés dans la partie uniquement interventionnelle, parce qu'il y a que en faisant qu'on devient vraiment compétent dans un domaine. Et donc, on ne fait plus que de la radiologie interventionnelle avec le docteur Vincent Durousse, qui est présent ce soir aussi avec moi. Bonjour. Nous travaillons sur Annecy et sur Chambéry en multisite, vraiment pour participer aux différents RCP et aux différents avis patients sur les deux villes. Donc, la radio intentionnelle, ok, personne ne sait ce que c'est, hormis certains gros CHU, les CH, mais on commence à en voir de plus en plus. Et donc, revenons sur Terre, c'est quelque chose d'assez simple. À la base, c'était surtout ce qu'on appelle, bien appelé, avec un peu humour, des mecs dans un garage. Parce que vous allez voir, au fur et à mesure de cette présentation, c'est un petit peu le cas. En fait, la radiologie intentionnelle, à chaque fois dans son histoire, on a l'impression que c'est des mecs qui ont essayé dans un coin, voir si ça marchait. Et puis, il y a eu quelques miracles dans l'histoire, et maintenant, il y a des indications qui sont plus du tout dans le domaine de la recherche, mais dans le domaine de la pratique quotidienne. Donc avant c'était un garage, maintenant c'est de l'hypertechnologie. Ça c'est les meilleures salles qui peuvent exister actuellement. Et vous allez voir qu'en effet on a besoin d'énormément de techniques, beaucoup de matériel, et c'est ce qui nous permet d'être mini-invasif pour nos patients. Je vous ai dit, on va essayer de se limiter un petit peu sur le nombre de points ce soir, avec le point sur l'embolisation des hémorroïdes, pratique qui est encore très peu connue et pourtant très récente, d'origine française, donc petite fierté quand même aussi de pouvoir partager ça. L'embolisation de la prostate, typiquement un exemple de cas où initialement c'était plutôt de l'ordre de la recherche, et puis maintenant vous allez voir certaines publications dans le Lancet cette année qui vont, à mon avis, pas mal modifier les pratiques et surtout rebattre les cartes dans les différents choix de thérapeutiques dans la prostate. Et enfin, le syndrome de congestion pelvien et les fibromes, une alternative assez importante à la chirurgie qui existe depuis très longtemps mais qui est souvent oubliée. Commençons par les hémorroïdes. Alors, petit point anatomique tout simple, hein, vraiment, on va essayer de rester vraiment sur les bases. Le paquet hémorroïdaire, qu'est-ce que c'est? On va parler ici que des hémorroïdes internes. Les hémorroïdes internes, c'est une petite tuméfaction au niveau rectal qui va du coup participer à la continence et éventuellement à la reconnaissance des gaz. C'est quelque chose que tout le monde a, donc on explique toujours aux patients qu'avoir des hémorroïdes, c'est normal, c'est juste avoir des symptômes aux hémorroïdes qui n'est pas normal. Les hémorroïdes, c'est un paquet vasculaire avec une communication directe entre l'artère et la veine qui vont participer à faire une sorte de petit lac vasculaire avec une hyperpression. Cette hyperpression, elle peut être responsable de symptômes avec des gènes ou même des fois des saignements. Donc historiquement, on faisait une chirurgie pour retirer ces hémorroïdes qui étaient pathologiques. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est directement les chirurgiens viscéraux qui s'en occupaient. C'est extrêmement douloureux. Donc vous pouvez demander aux patients s'ils ont envie de vivre ça. Il faut vraiment être sacrément symptomatique pour pouvoir supporter une anesthésie générale et puis en général des suites opératoires qui durent 6 à 8 semaines avec souvent des morphiniques. Donc la technique de Milligan et Morgan est bien sûr plus la technique la plus employée. Et maintenant, on a proposé d'autres techniques chirurgicales. Une des techniques assez employées aujourd'hui, c'est celle du longo, qui consiste en fait à faire une nanopexie et à aller repositionner les hémorroïdes un petit peu plus haut. Et là, donc, vous voyez sur l'image en rouge, en rouge les hémorroïdes internes et en violet les hémorroïdes externes, qui n'ont pas du tout les mêmes anatomies. Une autre technique, vraiment plus déployée maintenant, qui consiste en fait à aller avec un Doppler, s'occuper des hémorroïdes internes, voir le réseau vasculaire, et je vous disais c'est une communication entre une artère et une veine, et donc voir l'artère qui rentre dans l'hémorroïde interne pour la suturer, et donc bloquer le flux artériel qui rentre dans l'hémorroïde interne et qui est responsable de son hyperpression locale. Donc
Ça, c'est une technique qui est utilisée beaucoup actuellement, qui est considérée comme mini-invasive parce qu'elle permet de faire uniquement avec un point de suture la fermeture de l'artère. Sauf qu'il se trouve que rentrer dans les artères, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours en radiologie interventionnelle. Et donc, une équipe marseillaise s'est intéressée à est-ce qu'on peut pas faire la même chose en embolisation que ce qui est fait avec le Hall Doppler. Donc, l'idée, c'est d'aller rentrer dans le paquet vasculaire hémorroïdaire interne et de bloquer le flux artériel et de limiter cette hyperpression par le fait de l'emboliser, en général avec des coils. En plus de ça, l'équipe de Marseillaise avait été intéressée par le fait qu'ils s'étaient rendu compte que beaucoup de patients qui avaient eu une opération sur le sigmoïde avec une fermeture de l'artère mésentérique inférieure avaient au passage leurs hémorroïdes internes qui étaient traitées. Et donc, ça les a mis sur la voie du fait qu'il y avait probablement un lien vasculaire et quelque chose à faire sur cette artère mésentérique inférieure. Celle-ci donne donc entre autres les artères rectales supérieures et c'est celle-ci qui rentre dans les paquets hémorroïdaires internes. Et on voit ici sur l'image l'artère rectale supérieure qui rentre directement dans le paquet hémorroïdaire interne et ce lac vasculaire de communication artério-veineuse. Voici une image en angiographie où quand on injecte la distalité de l'artère mésentérique inférieure, on voit les paquets hémorroïdaires internes qui s'opacifient très rapidement et puis même le passage assez rapidement au niveau veineux. Comme je vous disais, c'est une communication artério-veineuse rapide. J'ai décidé de vous montrer une petite vidéo et je trouvais que le plus intéressant c'était au passage de choisir celle-ci parce que c'est celle qui a été faite et présentée par le professeur Vincent Vidal qui est donc au PUPH à Marseille et qui fait partie de l'équipe qui a proposé les différentes techniques, les premières techniques de ce qu'on appelle emboroïde, embolisation hémorroïdaire. Je vous remets la vidéo une fois parce que ce que j'aimerais bien voir c'est vous montrer c'est le fait que quand on injecte dans le paquet hémorroïdaire, on a un retour veineux assez rapide. On voit tout de suite, voilà, une petite veine qui remonte après, et donc un réseau veineux rapide, une communication très rapide entre les deux. Donc ça, c'est des images tirées de la littérature, où on voit sur les images A, qu'est-ce qui se passe quand on injecte dans l'artère, la partie distale de l'artère rectale supérieure, qu'est-ce qui se passe quand on injecte directement dans le paquet hémorroïdaire sur l'image B, et puis le contrôle final après l'embolisation par coil. Donc la technique est extrêmement récente et ça c'est pour ça que assez peu de personnes en ont déjà entendu parler, mais c'est allé extrêmement vite parce que la partie physiopathologique était déjà extrêmement bien comprise dans l'hémorroïde interne et la technique d'embolisation est assez facile. Donc l'équipe de Marseille a tout de suite fait des émules et on a déjà maintenant les premières méta-analyses sur le sujet. La plus grosse méta-analyse qui a déjà été publiée donc en 2022, encore une fois c'est très récent, 381 patients. Efficacité de la procédure, 99% des cas. Efficacité clinique, 82% en moyenne. Et surtout, pas une seule complication sur les 381 patients. Pas de complications graves. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour rappel, on va emboliser la partie hémorroïdaire interne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter l'hyperpression artérielle. Mais cette hyperpression artérielle, c'est uniquement la partie vasculaire. On va pas jouer sur le prolapsus. Et comme vous savez, on peut avoir deux symptômes principaux dans ces problèmes hémorroïdaires. C'est à la fois le saignement, et là pour le coup l'embolisation est extrêmement efficace, mais également la partie qui va être du prolapsus. Et donc celui-ci, il est gradé par le stade Golliger. Et quand on a un prolapsus important de grade 4, eh ben, l'embolisation ne va rien pouvoir faire. L'embolisation va uniquement limiter l'hyperpression artérielle, mais ne va pas faire re-rentrer l'hémorroïde au passage. Donc, c'est pas une indication ici à l'embolisation. L'équipe marseillaise avait proposé un tableau de différentes classifications et pour grader les différents saignements des patients. Donc, je vous le présente ici. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est très simple à utiliser au quotidien sur à quel point les saignements sont fréquents chez les patients. Les contre-indications au geste, elles sont très faibles. L'allergie aux produits de contraste, c'est le fait qu'on ne puisse pas du coup aller proposer une embolisation. Le cancer anal, parce que ce serait dommage d'aller emboliser un cancer anal et donc de méconnaître un cancer anal devant des saignements rectaux. Et enfin, le stade 4 de Golliger, qui correspond à ce prolapsus permanent. Donc c'est la partie la plus importante du prolapsus, mais c'est une contre-indication relative, c'est juste qu'on n'aura pas d'efficacité sur ce prolapsus, et donc probablement l'embolisation n'est pas le geste à proposer en première intention. Les avantages, ils sont énormes, parce qu'on parle d'une embolisation qui se fait donc par voie artérielle sur une simple anesthésie locale. Un patient qui est en ambulatoire, comme je vous disais, dans les méta-analyses, aucune complication. Et surtout,
la technique d'embolisation ne pose aucun problème à toutes les autres techniques de chirurgie. Donc en fait, on peut proposer l'embolisation comme première technique à proposer à tous les patients qui présentent un saignement hémorroïdaire interne. Voici pour la partie hémorroïdaire. Donc déjà un premier exemple, comme je vous disais, de ce cas où on découvre que quand on opère les sigmoïdes, les patients n'ont plus d'artère mésentérique inférieure et n'ont plus d'hémorroïdes internes symptomatiques. Et on se dit, bah, est-ce qu'on ne peut pas proposer des embolisations pour faire l'équivalent? Donc ça, c'était un joli cas, je trouve, de l'histoire de la radiologie interventionnelle. Et le deuxième que je vais vous montrer ici, c'est pareil pour la prostate. Parce que la prostate, ça a commencé très récemment aussi où c'était des patients qui avaient une hématurie chronique. Et on est allé voir les radiologues interventionnels de l'hôpital en disant, bah, est-ce qu'on peut faire une embolisation pour bloquer ce saignement lié à la prostate? Donc ils ont traité, très bien, plus de saignement, sauf que quelques mois plus tard, le patient n'a plus de symptômes prostatiques. Donc est-ce qu'on peut pas se mettre à proposer une embolisation des artères prostatiques pour les cas d'hypertrophie bénigne de la prostate? Bon bah la réponse est oui, hein, sinon je vous en parlerai pas ce soir. Et donc l'embolisation de prostate, c'est une technique qui a commencé il y a une quinzaine d'années seulement, mais maintenant bon, l'efficacité n'est plus approuvée. Quelques mots sur l'adénome de prostate, vous connaissez tous. 2 millions de patients en France quand même, donc la moitié est traitée, donc le nombre de patients est très 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 important. Les symptômes, vous les connaissez, soit difficulté à l'injection, et en général, c'est une prise en charge urologique chirurgicale. Normalement, l'embolisation de prostate a lieu sur quelques patients très sélectionnés. Donc d'abord, on commence par un traitement médicamenteux simple, première ligne médicamenteuse, puis deuxième ligne médicamenteuse si insuffisante. Seulement, les traitements médicamenteux pour l'hypertrophie de prostate ont beau être efficaces, ils sont pas sans effet secondaire, avec pour la famille des affablocants, des hypotensions orthostatiques qui peuvent des fois être très handicapantes pour les patients, des céphalées et des dysfonctions érectiles. Enfin, la deuxième classe médicamenteuse, avec la 5-alpha réductase, peut proposer des dysfonctions érectiles et des problèmes d'éjaculation, ce qui peut poser problème surtout aux patients jeunes qui ont une activité sexuelle encore importante. C'est pour ça que la chirurgie est proposée dans les cas où les médicaments ne sont pas suffisants, avec en particulier la RTUP, donc la résection transurétrale de prostate. Il y a d'autres techniques chirurgicales, mais ça ne sera pas le sujet de ce soir. Il y a des indications, bien sûr, à traiter absolument une hypertrophie bénigne de prostate. Il n'y a pas que la gêne du patient, parce que dans certains critères médicaux, comme une rétention aiguë d'urine, un résidu post-mictionnel important, et on sait qu'il va évoluer négativement dans le temps, ou des infections urinaires à répétition, voire insuffisance rénale obstructive, il faut absolument traiter les patients. L'hématurie est une autre indication, non pas pour une hématurie microscopique, mais si le patient devient anémique. Donc, dans ces cas-là, il faut absolument proposer un traitement au patient. D'abord, le traitement médicamenteux. Initialement, on proposait un second traitement médicamenteux et, si nécessaire, la chirurgie. Là-dedans est donc arrivée l'indication d'embolisation sans trop savoir s'il fallait mettre l'embolisation avant ou après la chirurgie ou en concurrence ou par rapport aux autres médicaments. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette technique d'embolisation en premier point. Les artères prostatiques sont très difficiles à voir. Ce sont des toutes petites artères avec des grandes variantes anatomiques. Donc là, on a des images d'angiographie sur les artères iliaques internes et on voit donc IPA, les artères prostatiques internes, et la partie également périphérique, PLPA. Notre objectif est de réussir à rentrer dans les artères prostatiques. Donc, c'est tout le travail du radiologue interventionnel sur ce genre de geste. Donc, c'est un geste extrêmement technique cette fois-ci. Mais une fois qu'on est rentré dans l'artère prostatique, on voit quand on injecte dedans le rehaussement de l'hémiprostate. Il faut donc rentrer dans les artères prostatiques à gauche et à droite. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'image de droite ici avec le cathéter qui rentre dans une artère prostatique et à partir de cet endroit-là, une opacification de la prostate et même un petit passage sur une artère pénienne. Le cathéter et l'hémiprostate. Rapidement, on a eu quelques études quand même sur l'embolisation versus chirurgie. Typiquement, cette étude ici qui a été faite en 2014, et sans rentrer dans le détail des courbes, vous voyez que qu'on regarde en cours du temps, l'efficacité de l'embolisation est à peu près équivalente à la résection transurétrale de prostate. Ici, une autre image avec une hémiprostate. Donc le geste est assez pratique à faire parce qu'il se fait quand même en hospitalisation 2 jours, sous sédation encore une fois. Et les premières études ont montré qu'on avait moins de complications que la chirurgie, surtout moins de saignements et moins de problèmes par rapport à l'éjaculation. Après, pardon, je perds mes mots, par rapport à l'éjaculation, parce que du coup, on n'a pas les soucis d'éjaculation rétrograde lorsqu'on fait l'embolisation. Donc, c'était une technique qui était assez choisie pour les patients jeunes.
Et elle est également possible sur toutes les tailles, ce qui était un avantage par rapport à la chirurgie, où lorsqu'on des prostates sont extrêmement grosses, ça peut devenir compliqué sur la partie chirurgicale. Au contraire, pour nous, les artères sont plus grosses, et donc c'est éventuellement plus simple. C'est également possible sous anticoagulant. Donc voici du coup finalement euh, en filigrane les points qui ont fait que l'embolisation de prostate a commencé à être proposée aux patients. D'abord pour les patients jeunes qui voulaient encore avoir une éjaculation, mais également pour les patients âgés sous anticoagulants pour lesquels la chirurgie était difficile. L'embolisation avait quand même un bon succès technique. On est loin des 100% de l'embolisation hémorroïdaire, mais on a quand même plus de 90% des cas. En général, on s'aide quand même d'un scanner initial qui nous permet de savoir où sont les artères prostatiques par rapport au fait qu'il y ait énormément de variantes anatomiques dans ce genre d'artères. L'efficacité, on gagne 30 à 50% du volume de la prostate quand elle est mesurée à 1 an, mais c'est joue particulièrement sur les symptômes avec une même efficacité que la chirurgie, tout ce qui est fait par rapport au calcul sur les différents scores qu'on reverra après, mais aussi l'avantage, comme je vous disais, de ne pas avoir de problème d'érection, voire même de diminuer les traitements médicamenteux et donc d'éviter également les effets secondaires des médicaments. Ici, un exemple avec des images avant et après embolisation. Donc avant, on voit la surface de la prostate sur une coupe de scanner en rouge et remise à l'échelle sur l'IRM en bas à droite par rapport au volume post-embolisation en vert. Je vous disais qu'il était difficile de savoir quand proposer cette embolisation de prostate. Donc, je vous ai donné quelques cas où, en effet, la chirurgie n'était pas forcément la meilleure technique à proposer, et donc l'embolisation s'était proposée comme alternative. Mais je pense que ceci va être rapidement modifié suite à cette étude dont je vous parlais tout à l'heure, publiée dans le Lancet cette année, et faite par une équipe multidisciplinaire. Donc, on est sur du multicentrique en phase 3, sur quelque chose de randomisé, avec l'embolisation de prostate contre le traitement médicamenteux. Ils se sont intéressés à des patients chez qui la première ligne médicamenteuse n'est pas suffisante. Et donc, faut-il mettre une deuxième ligne médicamenteuse ou proposer dès maintenant l'embolisation? Voici donc cette nouvelle flèche. On passe directement d'une première ligne médicamenteuse à l'embolisation. À 9 mois, les patients perdent 10 points sur l'IPSS, le score principal par rapport à la prostate et sur les symptômes de l'hypertrophie de prostate, contre seulement 5,7 points quand on leur met une deuxième ligne médicamenteuse. En revanche, bien sûr, il y a des patients qui vont être réopérés, mais moins dans l'équipe qui a déjà été embolisée, seulement 5 patients sur les 44 du bras, contre 24 patients dans le bras qui avait été traité par double ligne médicamenteuse. Donc, on évite la chirurgie et on évite également cette deuxième classe médicamenteuse. Ce que je vous disais, c'est qu'on fait d'abord un scanner avant l'embolisation des artères prostatiques pour réussir à bien voir les différentes variantes anatomiques. Mais on fait également une IRM de prostate afin d'éviter d'aller emboliser un cancer de la prostate. Pour mesurer l'efficacité de chacun des gestes et pour surtout savoir son indication, on a besoin de remplir quelques questionnaires qui sont les questionnaires classiques utilisés déjà par les urologues que vous connaissez donc probablement. J'en parlais depuis tout à l'heure, c'est l'IPSS et le COL pour Quality of Life. L'IPSS, je le montre ici, vous connaissez probablement déjà, a un point important, je pense, c'est qu'il permet de distinguer également entre les questions en vert et les questions en orange, la partie qui sera liée uniquement à une hypertrophie de la prostate et à un problème en fait sur le tuyau qui fait simplement un niveau schématique sur le tuyau, ou à un problème qui serait lié à la vessie, une vessie qui serait hyper irritée et claquée. Parce que dans tous ces cas-là, quand la vessie est trop abîmée, quand on a pris trop de temps avant de commencer et proposer un traitement, alors on aura beau traiter le problème prostatique, la vessie sera toujours inapte à avoir une contraction efficace. Et donc on sait qu'on va perdre en qualité a posteriori. Donc ces patients-là perdent l'intérêt de l'embolisation ou de la chirurgie quand la vessie est complètement abîmée. Donc nous, on voit les patients bien sûr en consultation, on s'occupe de faire les demandes de scanner et d'IRM, de récupérer ces résultats, mais on s'intéresse bien sûr à refaire les PSS et non pas à lire uniquement sa valeur pour pouvoir estimer l'intérêt du geste. Donc l'IPSS, je vous disais, a perdu 10 points en moyenne dans les cas qui ont été embolisés. Enfin, les complications. Les complications majeures sont extrêmement rares.
Surtout, on a beaucoup moins de complications avec l'embolisation que par rapport à la chirurgie. C'est ce qui a été montré dans chacune des études qui avaient été réalisées. En revanche, les complications sur l'embolisation de prostate sont un tout petit peu différentes de celles de la chirurgie. Et je vous disais tout à l'heure qu'on voyait une artère pénienne. Et on a eu quelques cas, donc là 0,8% des cas, d'ulcération du pénis. Heureusement, des petites ulcérations, c'est des toutes petites ulcérations cutanées, à chaque fois traitées en une semaine. Mais c'est des complications très particulières liées au geste d'embolisation de prostate. Donc on en parle avec nos patients avant. Heureusement, aucune embolisation a créé des complications extrêmement graves. Les contre-indications, les mêmes que pour tout geste d'embolisation, avec l'allergie au produits de contraste. Le cancer de prostate, ça sert à rien d'aller emboliser un cancer, ça c'est un autre traitement qu'il faut lui proposer. L'accès vasculaire impossible, donc ça c'est le scanner qui va nous permettre éventuellement de dire qu'il est difficile d'accéder aux artères. C'est un scanner particulièrement spécialisé. Et enfin, une vessie claquée. Si les symptômes d'irritation vésicale sont supérieurs aux symptômes d'obstruction, on sait qu'on aura beau lever l'obstruction, la vessie ne sera plus efficace et sera inapte après. Enfin, les avantages, qui sont encore assez importants, avec l'anesthésie locale uniquement, ce sont des gestes qui se font en ambulatoire, des patients qu'on fait rentrer le matin et qui sortent le soir même. Aucune complication grave reportée dans la littérature. Et puis, encore une fois, on n'est pas du tout en opposition avec la chirurgie, parce que on peut tout à fait faire une chirurgie à un patient qui a déjà été embolisé si jamais le geste est insuffisant. On arrive au troisième point donc de notre topo. On va parler maintenant des douleurs pelviennes chroniques. Et rajoute quelques mots sur le sujet avant de laisser la main au docteur Durousse qui est présent aussi. Donc les douleurs pelviennes chroniques, je voulais juste faire un point important, c'est que on a pris beaucoup de temps pour en parler et maintenant il y a énormément d'associations de patientes qui parlent d'endométriose. Mais l'endométriose n'est pas la seule cause des douleurs pelviennes chroniques. Douleur pelvienne chronique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que on a bien sûr une douleur, mais il y a aussi un trouble de la statique, des problèmes nerveux, un syndrome d'irritation qui se fait et d'hypersensibilisation chronique. En plus de ça, la composante psychologique est importante et on se retrouve finalement souvent à avoir des consultations qui sont très difficiles parce qu'il faut réussir à faire la part entre les différentes hypothèses cliniques et souvent des choses qui se mélangent chez les femmes qui présentent des douleurs pelviennes chroniques, qui sont malheureusement assez souvent dans des parcours médicaux très longs, où on a pris du temps à trouver les causes de leur douleur. L'impact sur la qualité de vie est énorme, et c'est pour ça que les symptômes sont des fois difficiles à comprendre et à distinguer. Donc il y a des équipes, je vais pas rentrer dans le détail, qui sont intéressées à cette histoire d'hyperalgésie et d'hypersensibilité. Donc il y a toute une cascade chimique qui a été découverte et qui explique le fait que les problèmes pelviens peuvent s'auto-entretenir et peuvent augmenter la douleur avec le temps. C'est le cas notamment dans les varices pelviennes, ce dont on va parler justement. Donc la prise en charge est assez globale. Donc là, on sort uniquement de l'activité de radiologie intentionnelle, mais on parle aussi du syndrome de congestion pelvien, mais on va parler de l'embolisation tout de suite. Donc, comme pour l'endométriose, il y a des associations de patientes qui ont été créées, et donc une association qui justement dit j'ai mal au ventre, et si ce n'était pas l'endométriose. Le syndrome de congestion pelvien était encore assez peu connu jusqu'à peu, parce que les varices pelviennes étant extrêmement fréquentes, beaucoup de patientes n'étaient pas diagnostiquées parce qu'on considérait ça comme quasiment normal, notamment en post-grossesse. Or, ce syndrome de congestion pelvienne, on sait maintenant qu'il est responsable de quasiment un tiers des douleurs pelviennes chroniques. Donc, il est particulièrement important de le dépister pour proposer le traitement. C'est ce dont va vous parler Vincent Durousse maintenant. Merci Alexandre pour ta présentation, toujours hyper claire. Comme tu l'as bien dit, en gros, le syndrome de congestion pelvien, c'est quelque chose de compliqué, de sous-estimé, ce qui induit le fait qu'il y a pas mal d'errances médicales, qu'il n'y a pas ou peu de réseaux experts qui prennent en charge cette pathologie et qu'il y a une grande méfiance associée des correspondants. On va devoir passer par un petit point d'anatomie, un petit peu rébarbatif, mais qui est essentiel à mon sens pour très bien comprendre cette pathologie et puis la complexité des faisceaux de signes associés. Donc, en gros, l'utérus et les ovaires se drainent par deux systèmes veineux complètement distincts. La partie ovarienne et la partie supérieure de l'utérus se drainent dans les veines gonadiques, les veines ovariennes. À droite, anastomoser la veine cave et à gauche, anastomoser la veine rénale. C'est un point très important. Ça, c'est constant ou quasiment constant et ça explique pas mal de symptômes. Le deuxième point, c'est que les organes pelviens, le drainage veineux pelvien est ultra archi connecté
et vous avez des anastomoses entre tous les organes pelviens. Si on zoome sur le drainage particulier de l'utérus, la partie que vous voyez en vert sur le haut de l'écran, donc l'ovaire, sa trompe, la partie supérieure de l'utérus, se draine donc dans la veine ovarienne gauche qui remonte vers le rein, tandis que la partie inférieure en jaune et puis la partie vaginale en rouge se draine vers le réseau iliaque interne. Donc tout ça, déjà pour comprendre, si vous avez un problème de drainage sur la partie verte, ça va mécaniquement retentir par jeu de pression sur ce réseau veineux pelvien archi-connecté. Donc vous aurez, si vous avez une mise en pression du réseau vert, mécaniquement vous aurez une mise en pression du jaune et du rouge. Donc comment ça se passe l'anatomie veineuse pelvienne? Vous avez des veines de drainage du vagin, à proximité de veines de drainage de la vessie, à proximité de veines de drainage de l'utérus, du rectum et de plexus veineux présacrés qui passe à proximité des plexus sacrés. Alors, pour revenir à la base, qu'est-ce que c'est une varice? Une varice, c'est une veine qui a perdu ses capacités de drainage par perte de parallélisme des parois. Dans une veine, vous avez autant de débit que dans une artère. Le débit, le retour veineux est similaire au débit artériel, seulement c'est un régime à basse pression. Et lorsque vous augmentez la surface d'une veine, vous avez une perte de parallélisme des valvules qui conduit à une stase, à un manque de retour, et donc la maladie s'auto-entretient. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'une varice s'est constituée, elle ne guérit pas, elle s'auto-entretient et elle vient, par jeu de pression, par des lois physiques, détruire de plus en plus, comme une maladie infiltrative, les réseaux variqueux, les réseaux veineux qui sont initialement normaux, qui sont adjacents. Quels sont les facteurs de risque acquis ou héréditaires de cette maladie? La grossesse. Pourquoi la grossesse? Parce que la grossesse, vous avez une hypertrophie énorme de l'utérus qui s'accompagne d'une hausse de débit. Et donc, vous avez mécaniquement une hausse de débit de retour veineux, une dilatation veineuse et normalement une restitution ad intégrum du calibre des veines. Seulement, ça se passe pas souvent comme ça et l'appareil valvulaire des réseaux de drainage se retrouve abîmé et lésé. Après, il y a un terrain héréditaire. On sait qu'il y a des gènes de susceptibilité des familles de variqueux et un terrain de sensibilité plus ou moins variable aux hormones féminines. Ensuite, vous avez des facteurs anatomiques causaux. Donc, on a déjà commencé à l'évoquer brièvement. La veine ovarienne gauche se draine dans le rein gauche. Donc, on peut assez facilement concevoir, si vous avez un obstacle au drainage du rein gauche, vous aurez mécaniquement une partie du flux sanguin du rein qui pourra descendre, se drainer dans une veine qui circulera à contre-courant, dans la veine ovarienne gauche. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut penser chez des patientes jeunes, nulligèses, qui n'ont pas eu une grossesse, et qui présentent des varices pelviennes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les fameux nutcrackers, mais pas seulement, il y a d'autres variantes anatomiques plus rares. C'est quelque chose dont le diagnostic est difficile à faire. On n'a pas de critères diagnostiques formels en imagerie, en échodoppler, en scanner, en IRM, en phlébographie, notamment les fameuses prises de pression. Il n'y a rien qui ne permet de manière consensuelle de poser ce diagnostic. Donc c'est compliqué. Deuxième problème anatomique sous-jacent, vous pouvez avoir des problèmes de drainage du flux ilio-cave, avec le plus fréquent des séquelles, des synéchies ou des compressions congénitales de la terminaison de la veine iliaque gauche. Donc, si vous avez un obstacle au drainage de l'ensemble du flux veineux du membre inférieur gauche, il faut qu'il se draine quelque part. Et il peut notamment passer par des anastomoses pelviennes et se drainer à droite. Ok. Ici, vous avez des images scanner qui illustrent un exemple de compression de la veine rénale gauche, ce qu'on appelle un nutcracker postérieur, où la veine rénale gauche est prise en étau entre un billot osseux et l'aorte. Ce qui a induit chez cette patiente le fait que le rein gauche se draine non pas dans la veine rénale gauche, mais vient mettre en pression la veine ovarienne gauche qui participe à son drainage. C'est des images qui peuvent aussi être complètement asymptomatiques, donc la corrélation avec les signes cliniques des patientes est essentielle avant de vouloir traiter des images. Ici un exemple en phlébographie de veine circumaortique. Vous avez une veine qui va passer devant l'aorte et une veine qui va passer derrière. Et ce qu'on conçoit, ce qu'on voit bien, c'est que le rein gauche, lorsqu'il est injecté, se draine de manière préférentielle par un phénomène potentiellement ici de vol ovarien dans la veine gonadique gauche, qui normalement devrait monter des pieds vers le cœur. Là, en l'occurrence, vous avez toute ou une partie du flux sanguin
simulée par l'injection qui se draine vers le pelvis. Donc, qu'est-ce qui se passe sur l'image de droite en bas, sur cette même phlébographie? Eh bien, le flux sanguin que vous avez généré en injectant votre produit se draine dans la veine ovarienne gauche, puis la veine utérine gauche, avec des anastomoses des veines archéo-utérines, va rejoindre le réseau utérin droit et puis la veine ovarienne droite contralatérale. Mais ça vient aussi mettre en pression des réseaux variqueux pelviens qui drainent normalement la partie inférieure de l'utérus avec un drainage iliaque interne des deux côtés. Normalement, lorsque vous faites une phlébographie rénale, vous avez ces images. Vous ne voyez pas de veine gonadique parce qu'il y a des formes de clapets anti-retour, qu'il y a des valvules qui sont continentes à l'ostium de cette veine. Alors, si on zoome un petit peu plus sur le réseau variqueux classique pelvien, comment ça se présente? Vous avez normalement un flux qui circule à l'envers dans la veine ovarienne gauche, qui vient contaminer et mettre en pression une veine utérine supérieure gauche. Le flux traverse l'utérus via des anastomoses des veines archéo-utérines et vient se drainer dans la veine utérine supérieure gauche, puis remonte dans le sens physiologique dans la veine ovarienne, droite et remonte dans la veine ovarienne droite. Le sang se draine aussi par contamination variqueuse dans les veines utérines inférieures gauche et remonte dans le réseau iliaque interne gauche, même constatation à droite. Donc ça, c'est une image qu'on pourrait qualifier d'historique, mais on en voit. Ça, c'est une dilatation majeure de varices et une infiltration variqueuse myométriale majeure. Et on peut aisément concevoir que ça peut s'associer à des retentissements sur la fertilité. Alors, on va parler un petit peu plus des reflux iliaques internes. Pourquoi? Parce que c'est important, en fait, c'est corrélé aux symptômes des patientes et leur étude et leur connaissance va permettre de mieux explorer les plaintes des patientes. Donc, une petite corrélation anatomique. En rouge, une veine utérine supérieure qui est dilatée, d'accord, responsable du syndrome de congestion dans sa forme la plus classique. Si vous avez une infiltration variqueuse des veines pudendales médiales, ça va se présenter sous la forme de douleurs post-coïtales, on détaillera après. Si vous avez un réseau variqueux qui vient infiltrer des veines de drainage vésical, vous aurez un syndrome irritatif vésical. Si vous avez une infiltration variqueuse de veines rectales, des veines rectales moyennes, vous pourrez avoir des hémorroïdes récidivantes. Si enfin vous avez une infiltration des plexus veineux présacrés, vous pourrez avoir des signes neurologiques particuliers qu'on détaillera ensuite. D'accord? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'infiltration et la diffusion de la maladie variqueuse va être responsable du polymorphisme et de l'extension des symptômes. D'accord? Associé à ça, vous pouvez avoir des signes en lien avec le prosème rare mais qui arrive causal sous-jacent, donc des douleurs lombaires, des difficultés alimentaires, des douleurs postprandiales, des hématuries récidivantes en lien avec le nutcracker et des varices du membre inférieur plutôt gauche si vous avez le fameux syndrome de Met-Turner associé. Donc, pour le premier point, le syndrome de congestion pelvien, la mise en tension finalement des veines péri-ovariennes gauches, des veines utérines supérieures, comment ça se présente? C'est une douleur, une pesanteur, une gêne. C'est assez variable la façon dont le rapportent les patientes. Plutôt d'horaire veineux, donc en fin de journée, lorsqu'on a piétiné longtemps, lorsqu'il fait chaud, lorsque vous portez des choses lourdes, lorsque vous avez des vêtements serrés. Plutôt aggravé par la période d'imprégnation œstroprogestative maximale, donc plutôt en périmenstruel. Ça peut être permanent, mais ça peut être aussi intermittent, à la même manière que les varicocèles des hommes. Et puis y avoir des irritations qui sont assez polymorphes à la racine des cuisses, dans le dos, vers les petites lèvres, vers d'autres régions. Et les douleurs, globalement, j'ai déjà dit, mais peuvent être améliorées par le fait de rester allongé, de le relever les jambes. Donc, à l'inverse, ça peut être aggravé par le fait d'être longtemps debout. Quand il y a des varices des membres inférieurs qui sont associées, c'est des varices particulières dont le point de départ se fait via des points de fuite, ce qu'on appelle des points de fuite pelviens. Donc, c'est l'ensemble des réseaux dont on a parlé précédemment qui se mettent à communiquer et à venir mettre en pression, lorsque la maladie évolue, des veines des membres inférieurs. Donc, ça naît d'endroits particuliers. C'est détaillé sur l'image en bas à gauche. Donc, ce qui est très évocateur pour simplifier, c'est des varices qui naissent du pli de la culotte, du pli du maillot de bain, donc du pli inguinal ou du pli fessier. C'est aussi des varices qui récidivent après des phlébectomies, des grossectomies. Donc, sur à quoi ça correspond en phlébographie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on a injecté sur cette phlébographie
la veine ovarienne gauche que vous ne voyez pas, mais qui vient, le sang descend via des anastomoses archéo-utérines, vient contaminer des varices pudendales, des varices obturatrices, va créer un réseau variqueux le long des petites lèvres et, in fine, vient contaminer un réseau variqueux de la racine de la jambe. D'accord? Donc c'est cette interconnexion qui finalement est illustrée par cette image, illustre en une seule fois le polymorphisme des symptômes. Si on veut préciser un petit peu le syndrome post-coïtal, lorsque vous avez des varices pudendales, bah, c'est plutôt des douleurs après les rapports qui peuvent persister même plusieurs jours et donc qui sont responsables d'un handicap fonctionnel majeur, d'un retentissement majeur sur la vie de couple. Le syndrome irritatif vésical, ça peut être isolé. Il y a des urologues qui nous envoient des patientes uniquement pour ça. C'est des patientes qui se lèvent plusieurs fois la nuit, qui ont une longue histoire d'infection urinaire à répétition, avec toujours des BU négatives, qui ont des antibiothérapies, et puis ça s'améliore, puis après ça revient, puis la BU est négative. Et en fait, ces patientes, lorsqu'on fait une phlébographie, ce qu'on voit, c'est une infiltration variqueuse du plancher vésical, du trigone vésical, qui envoie des fausses informations à la vessie, qui dit à la vessie je suis pleine, et en fait non, c'est juste sa paroi avec des mécanorécepteurs qui se mettent en tension, qui sont inflammés, qui envoient ces fausses informations. Et donc c'est des patientes, lorsqu'on les embolise, elles sont franchement améliorées, voire guéries de ces symptômes. Une image très importante à retenir de varices vulvaires. Donc ça, c'est des images que vous pouvez avoir pendant la grossesse. Mais si ça persiste après une grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus. Donc vous avez la phlébographie qui correspond à côté. On ne peut pas concevoir qu'il y ait des images, qu'il y ait des varices comme ça sans varices pelviennes associées chez une patiente. Il y a forcément une infiltration variqueuse au-dessus, donc là, une dilatation des veines pudendales médiales, des plexus périclitoridien qui proviennent d'une infiltration variqueuse classico-classique sous-jacente. Pour finir, les rares formes neurovasculaires, c'est quand vous avez une infiltration variqueuse plutôt de veines provenant de veines glutéales qui viennent comprimer des structures nerveuses physiologiques dans des défilés fibreux, dans des canaux ostéotendineux dans lesquels passent les nerfs. Et ça provoque des syndromes neurologiques de présentation variable. C'est surtout des choses traînantes où des patients ont eu beaucoup d'exploration, d'IRM, d'avis neuro, et on ne trouve jamais rien, où il n'y a rien qui marche. Ce qui est évocateur, c'est qu'il y a un rythme cyclique qui correspond au cycle menstruel. Donc une image en phlébographie, on injecte dans la veine glutéale inférieure et ce qu'on voit, c'est que vous avez une infiltration variqueuse qui fuse le long du nerf sciatique et qui était responsable des symptômes de la patiente. Quelques images de phlébographie pour vous montrer que c'est un caractère extensif et qui peut être extrêmement marqué avec vraiment une destruction de l'ensemble des réseaux veineux physiologiques de cette patiente avec, on va répéter un petit peu l'anatomie, mais une dilatation des variqueuses des veines utérines supérieures, inférieures, archéo-utérines, veines vésicales, des veines pudendales médiales qui viennent contaminer des plexus veineux plériclitoridien, des varices vulvaires, le plexus de Stantorini, puis probablement associé à des points de fuite pelviens sur la racine des cuisses qu'on voit pas sur ce champ de phlébographie. S'il y a des hépatogastro dans l'assemblée ou des chirurgiens digestifs, l'image de gauche, c'est une rare image, mais c'est une hémorroïde interne en fait pour montrer qu'on a probablement dans certaines hémorroïdes internes, comme vous l'a pas précisé Alex, mais il y a un pattern artériel, mais il y a peut-être chez certaines patientes, un pattern veineux d'une part de mauvais drainage veineux des veines rétales moyennes. Je vous remonte la même image de varices vulvaires qui persiste après une grossesse pour laquelle il faut penser à évoquer un syndrome de congestion pelvien sous-jacent. Donc le diagnostic, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? C'est là où ça se complique, mais en même temps ça devient plus simple. Il n'y a pas de consensus formel, il n'y a pas de guidelines, c'est un faisceau d'arguments. Donc il y a la SFICV qui a mis au point un score qui n'est pas encore évalué, mais qui reprend un petit peu les items dont on a parlé précédemment. Et ce qu'on fait en fait dans notre pratique, finalement, c'est on élimine l'endométriose de principe avec une IRM pelvienne, et ensuite on corrèle la plainte fonctionnelle de la patiente avec les images de varices qu'on voit si on en a, que ce soit en IRM ou en scanner, ou à l'examen clinique, parce qu'on les examine, on regarde si elles ont des varices au niveau de la vulve, on regarde si elles ont des hémorroïdes, on regarde si elles ont des séquelles d'hémorroïdes, et puis on regarde si elles ont des varices de membres inférieurs qui pourraient évoquer des points de fuite pelviens. On a un échographe au cabinet, donc on fait une échographie à toutes nos patientes, et puis on vérifie
si vous avez des points de fuite pelvien, et puis la dilatation et l'aspect et le flux des veines gonadiques. Donc en scanner, à quoi ça ressemble? Bah, c'est ce que vous voyez se colorer. Donc ça, c'est des images qu'on voit finalement de manière très fréquente chez beaucoup de patients qui réalisent des scanners pour d'autres pathologies. Donc il ne faut pas traiter les images. Encore une fois, on traite uniquement si vous avez une corrélation et une corrélation stricte entre l'anatomie et les images et la plainte fonctionnelle. Alors, finalement, c'est quoi le gold standard pour voir des varices? Parce qu'en fait, un scanner, une IRM peut ne pas voir de varices. Si vous avez une patiente qui a une pathologie qui débute, avec simplement une mise en pression des réseaux veineux, mais qui ne sont pas encore détruits, ou finalement quelques valvules qui restent continentes et une maladie qui se développe en aval, eh bien, vous pouvez méconnaître ça avec l'IRM et le scanner. Donc, le message à retenir, c'est que on ne peut pas éliminer des varices pelviennes sur la base d'un scanner normal si vous avez une clinique et un interrogatoire qui sont très évocateurs, avec une endométriose écartée. Donc la phlébographie, c'est le gold standard. Comment ça se passe? On vient explorer l'ensemble des réseaux dont on a parlé précédemment en injectant du produit de contraste, donc c'est sans danger hormis l'allergie rarissime au produit de contraste. Le but, c'est d'être exhaustif, de cartographier l'ensemble des réseaux variqueux qu'on suspecte cliniquement ou qu'on a vu sur des imageries en coupe. C'est compliqué de faire une phlébographie parce qu'il y a une technique particulière à avoir. Ça dure 45 minutes, 1 heure, et par contre, c'est extrêmement sensible et spécifique chez un opérateur entraîné. La phlébographie, c'est pas l'examen qu'on va faire lorsqu'on a un doute sur un syndrome de congestion pelvienne, parce que je vous ai expliqué pourquoi la phlébographie, on l'a fait en intention de traiter. On va cartographier les varices, on les confirme juste avant de traiter. Il n'y a pas, ou c'est rarissime, d'indication de phlébographie pour discuter d'une prise en charge, d'une embolisation. Vous n'avez pas à recevoir une patiente et lui dire, bah, écoutez, je sais pas, je vais vous faire une phlébographie, puis je vous fais la phlébographie et ensuite on va voir les résultats. Ça, c'est pas forcément notre pratique. Les résultats de l'embolisation. Bah, lorsque vous avez une corrélation symptomatique avec des images de phlébographie positives, que vous avez éliminé les diagnostics différentiels, bon bref, quand vous avez des varices pelviennes qui sont responsables des symptômes de votre patiente, l'embolisation, est-ce que ça marche? Bah oui, ça marche. On améliore toutes les patientes sur des grosses cohortes, ou quasiment toutes, et on a un très grand nombre de patientes qui sont améliorées de manière satisfaisante. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien parce qu'il y a des patientes qui peuvent redévelopper un réseau vériceux suite à la cause la plus fréquente, une nouvelle grossesse. Donc on évite d'emboliser immédiatement après une grossesse, on se laisse au moins 6 mois, il ne faut pas qu'il y ait de projet de grossesse. Les différents échecs, sinon, tiennent à une méconnaissance de facteurs causaux qui ne sont pas traités, donc les facteurs un nutcracker, des syndromes de May-Turner sous-jacents, une méconnaissance de l'anatomie, donc une mauvaise cartographie, une mauvaise exploration des réseaux variqueux, avec des varices qu'on n'aurait pas vues lors d'une phlébographie mal faite, et enfin, une méconnaissance des agents d'embolisation. On va en discuter, on va vous expliquer pourquoi, mais il y a globalement un consensus chez les gens qui en font beaucoup pour utiliser certains agents et pas d'autres. Alors, comment est-ce qu'on peut boucher une veine dans les membres inférieurs sur des petits vaisseaux? Ça marche très bien, c'est l'étoxysclérole, une mousse sclérosante. Les varices pelviennes, c'est des grosses veines à haut débit, donc l'étoxysclérole, ça ne marche pas. D'ailleurs, ça ne se voit pas lorsque vous l'injectez, vous ne contrôlez pas votre injection. Donc ça peut être dangereux si vous avez une patiente qui a un FOB, vous pouvez vous retrouver avec des emboles systémiques. Il y a des gens qui utilisent des coils. On va vous donner des exemples. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la veine, c'est souple, ça se distend, les coils, ils restent à vie, et vous pouvez avoir des recalisations, c'est hyper fréquent, parce que le coil, c'est destiné à faire une occlusion plutôt artérielle. Vous pouvez paquer de manière dense dans une structure qui s'étend peu. Dans les veines, ça marche beaucoup moins bien. Et le coil, bah, on a parlé de réseau infiltrant, plexiforme, très diffus, millimétrique. Si vous bouchez en proximal, vous avez de la maladie qui restera en aval. Enfin, il y a des équipes expertes qui utilisent de l'onyx. Alors, utiliser en de bonne main, c'est bien. Par contre, c'est encore un produit qui est hors AMM. Ça n'a pas d'indication pour cette indication. C'est quelque chose de très cher. C'est un coût pour la sécurité sociale, c'est remboursé, mais c'est cher. L'innocuité à long terme n'est pas prouvée. Le produit reste à vie, donc vous pouvez avoir des complications sur des compressions vasculo-nerveuses, des patientes qui se retrouvent avec des douleurs sur des compressions, notamment pudendales, qui persistent longtemps. Et puis enfin, c'est artefact en imagerie. Ça, c'est un scanner cérébral
d'un patient qui a eu une embolisation, une malformation artério-veineuse. Donc, on peut concevoir si votre patiente, suite à une embolisation de varice pelvienne à l'onyx, où on met des charges et des volumes d'onyx bien plus importants, vous pouvez concevoir que la rentabilité du scanner sera altérée par la présence de ces artefacts de manière assez importante. Si vous avez un kyste ovarien, si vous avez une urgence digestive, vous ne pourrez pas le voir. Ça artefacte aussi un peu moins, mais ça artefacte quand même en IRM. Donc, pareil, si votre patiente a un kyste annexiel à caractériser, si vous avez une plâtrée d'onyx qui est tout autour de l'ovaire, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas auquel il faut penser. Ça, c'est des images avant phlébographie. On voit qu'il y a des coils au sein d'une veine obturatrice, puis probablement au sein d'une veine pudendale médiale. Lorsqu'on fait une phlébographie en injectant le produit, ça passe à plat canal, comme s'il n'y avait rien eu. Donc, ça illustre le fait que les coils, c'est pas un bon agent pour traiter des grosses varices pelviennes. Encore un autre exemple où il y a eu un coiling, même dense, de la veine ovarienne gauche. Ben, vous avez du flux qui passe à travers. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, et c'était responsable de récidive des symptômes chez cette patiente. Pourquoi on utilise la colle? Nous, parce qu'on vous l'a pas dit, on utilise la colle biologique. C'est un matériel qui est complètement biorésorbable. Une image de simplement après une intervention en 2019, en 2021, vous n'avez plus rien. La colle est boulottée par les petits macrophages qui viennent détruire la paroi de la veine, euh, qui est responsable, qui se transforme en un petit cordon de synéchie fibreuse. Donc, vous n'avez pas d'effet de masse. Le matériel est complètement résorbable et la colle est un agent liquide qui permet de traiter le caractère infiltrant des réseaux variqueux dont on a parlé. Donc voilà, c'était un petit topo. L'important, pour résumer, sur la varice pelvienne, c'est que c'est très polymorphe. C'est polymorphe pas parce que ça n'existe pas, parce qu'il y a un substratum anatomique sous-jacent qui est complexe et il faut réfléchir en termes anatomiques, comprendre l'anatomie des réseaux veineux pelviens qui peuvent être corrélés aux symptômes et en intention de traiter, il faut traiter les pédicules vasculaires variqueux qui correspondent aux symptômes de votre patiente avec de la colle biologique, ce qui va permettre de traiter, euh, on l'espère, et en gros d'améliorer de manière satisfaisante les symptômes des patientes. Voilà, pour clore ce chapitre qui nous tient beaucoup à cœur. Pour finir, les fibromutérins. Les fibromutérins, donc fibromutérins, maladie hyper fréquente, plus fréquente avec l'âge, plus fréquente chez les femmes noires, symptomatiques pour certains, sont en mode, lorsqu'elles nous viennent en consulte, principalement hémorragique, avec des règles longues, des règles abondantes, sensation de ventre gonflé, une pesanteur pelvienne, et puis des questions de fertilité qu'on va évoquer après, qui sont complexes. Je vous présente une vidéo d'une artériographie utérine. Vous avez un cathéter dans chaque artère utérine, donc qui illustre le déroulement d'une procédure. Donc nous, on passe plutôt par voie radiale, comme une coronarographie, parce que c'est plus confortable. Et ça permet de faire des procédures en ambulatoire. Donc, on vient cathétériser chaque artère utérine et on injecte non pas de la colle comme on en a parlé dans les varices pelviennes, non pas des coils comme on en a parlé dans les hémorroïdes, mais des microbilles, parce que l'idée c'est de traiter sélectivement le fibrome qui va au début du geste capter les billes, puis ensuite d'arriver à une stagnation de l'artère. Pour obtenir l'effet que vous voyez, c'est quoi l'effet? C'est finalement c'est un modèle ischémique euh, de douleur ischémique, d'embolisation. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on bouche une artère utérine? Eh bien, vous obtenez une atrophie des structures en aval. En orange à gauche sur l'IRM, un fibrome avant intervention, et puis en vert, un fibrome après intervention. Donc, on a une évolution de taille du fibrome. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a une évolution en taille de l'utérus qui va diminuer de taille de manière globale. Donc, ce qui nous permet d'obtenir chez les patients hémorragiques une diminution des symptômes ou un contrôle, obtenir une durée de cycle plus courte et moins abondante qui, lorsqu'on demande aux patientes si elles sont satisfaites et si elles pourraient continuer à vivre leur vie comme ça jusqu'à la ménopause, qu'elles nous répondent oui. Voilà. Donc c'est ça le principe, c'est encore une fois de ne pas traiter des images, mais simplement d'obtenir un taux de satisfaction qui convient aux patientes. Donc les indications, finalement c'est ça qu'il faut retenir.
On a une question sur la fertilité parce qu'historiquement, on avait une technique qui ne s'intéresse pas aux anastomoses avec les artères ovariennes et on s'est aperçu sur les premiers cas traités qu'on pouvait avoir des complications de ménopause précoce par ischémie ovarienne. Maintenant, on connaît très bien ces anastomoses, on les étudie, on les cartographie, lorsqu'elles sont présentes, on les protège euh, en endovasculaire et surtout on utilise des petites billes qui sont de calibre supérieur à ces anastomoses. Donc on n'est pas censé avoir de diffusion et d'ischémie ovarienne. Néanmoins, on prévient quand même les patientes que c'est une technique qui est plutôt réservée aux femmes qui n'ont pas de désir grossesse parce que certes la ménopause est évitée grâce à la connaissance de ces anastomoses, mais on a quand même sur le papier un risque d'atrophie endométriale sur des embolisations agressives et un risque de synéchie endométriale qui fait que lorsque c'est des patientes jeunes, notamment sur des utérus où il y a beaucoup de fibromes, où une chirurgie classique ne serait pas possible, eh ben, on discute déjà ça de manière pluridisciplinaire, il y a des RCP dédiés, et enfin, on combine ça des fois avec des hystéroscopies afin d'étudier et de lever d'éventuelles synéchies post-embolisation. Donc voilà, les images de laparotomie, célioscopie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on a des temps d'hospitalisation, soit on fait de l'ambu, soit 24 heures, donc les patientes récupèrent plus vite. Sur le moyen terme et le long terme, on a une efficacité similaire sur les scores de qualité de vie, sur les retentissements fonctionnels, au prix d'avoir un taux de réembolisation qui est un petit peu plus élevé que les techniques chirurgicales. Mais c'est pas grave parce qu'il n'y a aucun problème, on peut réemboliser derrière si la patiente a été satisfaite et a une récidive tardive des symptômes. Voilà. Donc, pour conclure, Alex, je sais pas si tu veux prendre la parole. Sinon, ben, vous remercie d'être venu si nombreux à cette soirée. C'était très agréable d'avoir pu échanger avec vous, puis surtout de parler de notre spécialité, qui, à mon sens, est vraiment une spécialité d'avenir. On a plein de choses à vous proposer. On croit dans ce qu'on fait, dans la façon de travailler qu'on va vous proposer. Et donc voici nos contacts si vous avez besoin d'avis ou de discuter de patientes et de patients. C'est ça, avec un mail commun du coup pour nous contacter qui nous permet de nous avoir tous les deux. Et en effet, on essaie de proposer une autre façon de faire de la radiologie intentionnelle et de la faire sortir de son espace un petit peu perdu et pas très connu et pour la proposer comme une vraie alternative à pas mal d'autres techniques chirurgicales. Et donc, comme vous avez vu, c'est une technique très très variée avec qui touche un peu à toutes les spécialités ici avec l'urologie, les pathogastro, les gynécos, la médecine vasculaire. Donc à chaque fois, nous on participe en tant que spécialiste d'une technique et souvent main dans la main avec une équipe chirurgicale ou une équipe médicale spécialisée sur la pathologie en question, ce qui nous permet du coup d'avoir une discussion et de pas traiter les patients dans notre coin, mais en même temps de proposer une consultation pour voir les patients nous-mêmes, parler des indications avec eux parce que quand un patient doit avoir éventuellement par exemple un traitement pour sa prostate, ben, il faut qu'il voit l'urologue pour pouvoir lui parler de la chirurgie parce que c'est lui qui en parlera le mieux, mais il faut qu'il voit aussi un radiologue intentionnel pour lui parler de l'embolisation parce que chaque surspécialité est capable de parler de ces techniques et pour pouvoir faire la part complète pour le patient et faire choisir le meilleur traitement possible. Donc, faut pas hésiter. Nous, on peut les voir en consultation. Ça nous arrive aussi d'ailleurs de dire non, c'est pas une indication, ou alors sinon d'organiser le geste et le revoir après. Donc, vous pouvez avoir l'habitude déjà avec des correspondants chirurgiens où vous envoyez le patient et il s'occupe complètement de la pathologie. On n'a rien inventé, on copie seulement la façon de travailler qui est C'est celle c'est- qui est la meilleure. c'est ça. Merci. Merci à vous.